Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. C'est gentil et tout. Bonjour, Changer la norme, c'est le podcast de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Je m'appelle Flavie Després. Dans ce podcast, je demande à des entrepreneurs sociaux de vous raconter leur parcours, leurs décisions de vie professionnelle, les petits bonheurs et les petits malheurs qui ponctuent leur vie d'entrepreneur. Qu'ils soient primo-entrepreneurs, nés avec une volonté d'impact ou repentis, ils s'engagent à répondre sincèrement et à parler gestion, chiffres, résultats, mais aussi inspiration. Samuel est comme Guillaume, mon associé et moi-même, Anthropien. Nous sommes de la nouvelle promo Anthropia, cet accélérateur d'entreprise à impact. Le pitch de France Barter, dont il est cofondateur, c'est d'acheter sans argent. Changer la norme n'est pas utopiste, vous avez dû vous en rendre compte en écoutant la saison 1. Pourtant, acheter sans argent, ça fait rêver, non ? France Barter permet à des entreprises de pratiquer le troc sur une plateforme qui encadre le tout. Moins de mouvements d'argent, réponse à des questions de trésorerie importantes pour les sociétés et formes coopératives. Ce format économique méconnu en France a pourtant tout d'un grand et d'une solution business, mais sociale et solidaire. Bonjour Samuel. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Très bien. Bon, alors on enregistre un petit peu en amont, il fait hyper chaud. Et on est là aujourd'hui pour parler de France Barter. Exactement. Pour raconter l'histoire de France Barter, on va remonter juste 4 ans avant la fondation de France Barter. En 2010, tu avais une première structure qui ressemblait. Comment elle t'était venue cette idée ? Moi, j'avais découvert ce principe d'échange de marchandises et de services entre entreprises, de troc, forme organisée en B2B, aux États-Unis lors de mon début de carrière professionnelle où j'étais à la Coface et j'avais observé qu'aux États-Unis c'était un mode de commerce qui était très démocratisé. Donc je suis revenu effectivement en 2010, on a fait une grosse étude de marché auprès des PME françaises pour voir s'ils étaient intéressés par ce mode de commerce. Et on a lancé une première structure B2B en trade et après en 2014, c'est là que les choses sont devenues sérieuses et qu'on a ouvert France Barter. Ok, parce qu'en fait, il n'y avait pas de structure équivalente en France. Non, il n'y avait pas de plateforme online dédiée à organiser ce mode de commerce pour les TPE-PME. Et pourquoi est-ce que ça marchait bien aux États-Unis et que c'était pas encore implanté en France ? Il y a plusieurs facteurs. Le barter aux États-Unis, c'est vraiment assez adoubé des dirigeants d'entreprise parce qu'ils ont une confiance dans les relations commerciales importantes. Ils sont assez sereins sur leur capacité de vente, sur aussi le fait de contractualiser avec des nouveaux fournisseurs, des nouveaux prestataires. Donc cette confiance, elle est inhérente dans les relations inter-entreprises aux US. Et en France, c'était tout à évangéliser puisque pour le coup, d'expliquer à un dirigeant d'entreprise qu'il allait faire des ventes et qu'il allait pas être payé en monnaie sonnant et trébuchant, c'était un bon challenge qu'on a relevé et c'est ça qui a pris aussi pas mal de temps en fait dans la démarche. Barrière psychologique peut-être Ouais, barrière psychologique, confiance envers les entreprises avec lesquelles on peut les mettre en relation et confiance aussi envers le système de barter. Est-ce qu'il est suffisamment stable, résilient et voilà, on est dans une économie qui mute énormément avec les crypto-monnaies d'un côté, les monnaies locales de l'autre, toutes les innovations apportées par le web et l'économie collaborative qui est quand même un mouvement de fond qui a permis quand même d'instaurer ce mode de commerce puisque ça rentre dans un peu une logique de travailler en réseau et sur un principe d'économie collaborative, on peut même dire économie circulaire. Donc en 2014, tu rencontres Arthur. Exactement, en fait il y a on a chacun lancé nos petits réseaux, moi à Paris et lui en Savoie. Et on a chacun reçu un mail de Bercy qui nous demandait de venir nous expliquer comment on organisait ce modèle d'échange. Est-ce que c'était légal ? Comment ça se traitait fiscalement ? Est-ce qu'ils voulaient bien surtout être rassurés sur le fait qu'il y ait des factures dans le cadre d'opérations d'échange entre entreprises ? Et du coup, on s'est retrouvés lors d'un workshop organisé par la DGE, par l'entité un peu de Bercy qui s'est intéressée au sujet. Lors de ce workshop, où il y avait l'ordre des experts comptables, il y avait différents acteurs en présence, par exemple les clusters. On a pas mal discuté et sympathisé avec mon seul concurrent de l'époque qui avait sensiblement le même âge, qui s'était lancé au même moment et qui avait la même vision du business. Donc on a en fait créé une coopérative
qui s'appelle France Barter en 2014 et l'activité commerciale s'est lancée consécutivement dès 2015. Unis dans l'adversité. Aujourd'hui, donc ça va plutôt bien. On va parler après de chiffre d'affaires, etc. Mais comment est-ce que vous avez pensé le business model ? Parce que de l'extérieur, c'est une plateforme donc d'échange de services et de produits entre entreprises. Mais est-ce que vous prenez une commission ? Est-ce qu'il y a une adhésion ? Comment ça se passe pour que vous gagnez votre vie ? Pour expliquer rapidement le fonctionnement, donc les entreprises qui veulent rentrer dans le réseau d'échange s'acquittent d'un frais d'adhésion qui sont de 235 € par an. Donc autant dire c'est peu onéreux pour les entreprises. Ça leur permet de se créer un compte sur la plateforme, de mettre en ligne leurs offres, de mettre aussi en ligne leurs besoins, d'être invité à des événements réseau qu'on organise mensuellement à Paris et à Lyon, et d'être mis en contact avec des clients d'une part et des fournisseurs. Et en fait, ils ont un compte barter qui est égal à 0. C'est comme on peut appeler ça un wallet ou un compte d'achat et de vente. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'ils rejoignent le réseau, on va pousser leur offre, mettre en avant leur offre auprès d'un maximum d'entreprises qui ont des besoins qui correspondent à cette offre, de manière à ce que l'entreprise puisse commencer à faire quelques ventes. Et la particularité de ces ventes, c'est qu'elles vont être payées en barter. Au lieu que cette entreprise, lorsqu'elle émet la facture suite à une vente, soit payée en numéraire, par virement bancaire ou par chèque, elle nous envoie la facture et nous, on va lui créditer son compte barter. Et au même titre, les barters sont pas convertibles, donc elle va pouvoir faire des achats auprès de membres du réseau. Et là, ce sera son compte barter qui va être débité. Et nous, notre business model, il est sur des commissions sur transactions qui sont de 5% côté vendeur et 5% côté acheteur. Est-ce qu'il y a du business qui se développe après ces échanges ? Oui, tout à fait. Nous, l'enjeu, c'est vraiment de fédérer un maximum d'entreprises dans tous les secteurs d'activité pour qu'une entreprise qui rejoigne le réseau puisse très rapidement trouver, si elle a besoin de conseil juridique, un avocat, si elle a besoin de mobilier de bureau, du mobilier de bureau, un prestataire de nettoyage et ainsi de suite. Et effectivement, le pari, c'est qu'en limitant les contraintes budgétaires, on recrée des logiques de collaboration basées justement sur la confiance. C'est plus la guerre des prix, on est plutôt dans une logique où, de réciprocité commerciale, d'échange. On a réussi à fédérer que des entreprises qui sont dans cette dynamique et dans cette logique, qui sont conscientes qu'elles jouent un rôle économique dans un circuit intéressant. Et dès lors, oui, les entreprises sont là pour se développer, en trouvant de la clientèle additionnelle et en réalisant des achats sans sortie de trésorerie. Donc vraiment, nous, le parti pris et ce qui nous anime depuis ces longues années, c'est d'apporter un outil nouveau pour les entreprises, pour les sortir de l'immobilisme. Beaucoup d'entreprises ont des tas de besoins, mais elles avancent pas. Voilà. Elles ont des Quiconque a jamais monté une entreprise se reconnaîtra dans ces paroles. Ouais, c'est vrai, c'est un dénominateur commun à tout créateur d'entreprise, mais même aussi pour les TPE, les PME plus établis. Souvent, elles pilotent de très près leur trésorerie et souvent, elles ont des tas de besoins, mais elles déclenchent pas parce qu'il y a parfois un manque de confiance, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mais aussi un manque de trésorerie. Et là, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de leur apporter une solution en disant tu peux acheter une prestation, tu vas la payer en barter et ça va être compensé par des ventes additionnelles qu'on va t'offrir sur le réseau. Donc c'est assez local apparemment, enfin si ça a commencé comme un réseau local, j'imagine qu'il y a pas des succursales mais au moins des réseaux géographiques. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact que ça a sur les liens, le commerce, la revitalisation du territoire ? Oui, en fait, il y a vraiment une dynamique d'économie locale. Donc nous, on est parti avec un bureau à Paris et un bureau à Lyon. On a 2 écosystèmes en Île-de-France et en Rhône-Alpes qui sont différents, mais aussi quelque part assez complémentaires. Il y a beaucoup de services de proximité. Donc voilà, les entreprises souvent elles achètent de l'événementiel, donc c'est de louer une salle, avoir des hôtesses d'accueil, des goodies pour leur événement, etc. Donc tout ça se fait assez localement. Mais typiquement l'exemple des goodies est un bon exemple. Nous on a plusieurs entreprises qui proposent des goodies made in France, par exemple Gobilab qui propose des gourdes personnalisables, etc. Qui sont des produits qui sont souvent un peu plus chers de fait que une entreprise qui va aller sourcer des goodies à l'autre bout du monde. Et le fait que ce soit finançable en barter,
que l'entreprise qui veut acheter des goodies, ou ces Gobilab en l'occurrence, puisse les acheter en barter. Ça va quand même faire que il va souhaiter collaborer avec cette entreprise parce qu'elle est en France, parce qu'elle est qualitative, elle est un peu plus chère, mais une fois de plus, on a un peu limité la contrainte budgétaire. Donc tu incites un achat plus responsable. Ouais, et on relocalise quelque part un peu l'économie en s'affranchissant de cette fameuse guerre tarifaire. Et donc ça, c'est assez sympa. Question sur la mesure d'impact. Donc là, un peu comme Care News, on vient de rejoindre le programme Anthropia Scale Up. Et c'est justement maintenant qu'on a la maturité, qu'on a mûri suffisamment, qu'on a suffisamment de flux aussi, parce que je pense que c'était pas très pertinent de mesurer notre impact tant qu'on n'avait pas un flux important. Et donc là, on va s'atteler à mesurer justement pas mal de choses, et notamment un élément clé, c'est la valorisation des actifs inutilisés. Ce qu'on permet aux entreprises, en rejoignant le réseau Barter, c'est de mettre en ligne et de proposer à une communauté des actifs inutilisés, le terme est un peu étonnant, actifs dormants parfois on dit, et donc ça va être une salle de réunion qui est pas utilisée, ça va être un véhicule qui dort dans un garage, ça va être un stock de rebut. C'est hyper intéressant parce qu'on a discuté pas mal avec des industriels qui eux ont des anciens empires industriels et eux ont beaucoup de choses dans leurs murs qu'ils peuvent valoriser par le barter, puisqu'ils peuvent très rapidement, via notre plateforme online, les mettre à disposition d'une communauté d'entreprises. Et donc ça, c'est assez intéressant à mesurer et à évaluer. Un peu dans l'idée des applis de nourriture ou des choses comme ça, là tu dis je vais prendre tout ce qui ne sert pas mais qui potentiellement a de la valeur ou pourrait servir à quelqu'un d'autre et le mettre sur un marché. Exactement. Okay. Ça, c'est vraiment notre côté place de marché, et c'est ça qui est long à créer. Un peu, j'entendais l'interview de DreamAct précédemment, elle disait quand on crée une place de marché, il faut qu'il y ait du monde qui vienne, etc. Et nous, c'était ça les débuts. Il y avait peu d'entreprises, peu de flux transactionnels. Et maintenant, là, on arrive à une taille critique qui est intéressante. Juste avant de parler de chiffres, j'ai une dernière question sur les personnes qui sont sur le site, sur la confiance justement. Est-ce que donc là, il y a du Made in France. Est-ce qu'il y a un label ESS? Est-ce que on vérifie ce qui est vendu, les produits, les prix aussi, parce que est-ce qu'il n'y a pas des filous qui montent, qui font gonfler les devis pour avoir plus de barter à la fin? Comment est-ce que vous surveillez ça? Alors nous, on a une approche dans laquelle on essaie de faire revenir sur le réseau des entreprises qui souscrivent un peu aux valeurs, qui adhèrent un peu aux valeurs de France Barter. Donc déjà, elles deviennent sociétaires de la coopérative. On mène ce qu'on appelle un KYC, un Know Your Customer, c'est-à-dire on vérifie quand même leur santé financière. On essaie d'agréger un maximum d'informations sur les entreprises. Et ensuite, on les met en relation avec des acheteurs et des fournisseurs. Et donc on arbitre aussi, si on a des retours négatifs de la part d'entreprises avec qui on les a mis en relation, ça vient pondérer une sorte de rating qu'on a élaboré. Donc voilà, comme toute marketplace, on a un petit rating qui est pas public aujourd'hui, qu'on garde pour le moment pour nous, où on vérifie quand même le comportement des entreprises. Et oui, un élément important, ils acceptent aussi une charte de bonne conduite, de s'engager à être bienveillant, réactif aussi. La réactivité est quelque chose d'assez importante dans les relations inter-entreprises. Et ça se passe bien pour l'instant? Il y a pas trop de problèmes à gérer? Non, justement, on est content, ça se passe très bien. Au début, je vous avoue qu'on avait un peu d'appréhension en se disant, à partir du moment où les entreprises vont faire une vente et pas être payées en numéraire, est-ce qu'elles vont pas avoir tendance à dégrader la prestation? Et en fait, non, vraiment, elles jouent le jeu à fond, justement, pour après pérenniser la relation commerciale et conquérir l'autre client. Oui, mais parce qu'elles sont aussi obligées d'acheter, entre guillemets, avec des barters, donc elles se retrouvent aussi dans la position de client à un moment ou à un autre. Exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est dans la réciprocité commerciale. C'est comme on sait qu'on va acheter, on est vigilant aussi à, quand on fait une vente, réaliser une vente de qualité. Alors pour parler un peu chiffres maintenant, donc c'est une coopérative qui a 5 ans. Il y a combien de membres? Il y a combien d'entreprises inscrites? Alors on a 1200 entreprises aujourd'hui membres du réseau. 2 gros écosystèmes, je l'ai évoqué, Lyon et Paris. Et un petit bureau à Rennes pour la Bretagne et un petit bureau en Savoie. On avait essayé de lancer en Caraïbes, mais ça a capoté un peu. Ça draine combien d'équivalents de chiffre d'affaires? L'année dernière, on a quasiment atteint les 2 millions de volumes de transactions. Donc ça peut paraître beaucoup et à la fois pas beaucoup. Enfin, et ça a été fait par environ 650 entreprises du réseau. On a
Sur les 1200, il y en a la moitié qui ont fait des transactions l'année dernière. Et donc après, c'est des petites transactions. On a beau être sur du B2B, les entreprises, comme c'est un mode de commerce assez nouveau, elles y vont un peu timidement au début. Et en fait, elles s'approprient le barter après au fil de l'eau. Elles ont le réflexe de nous confier des achats un peu plus stratégiques. L'exemple que j'aime donner, c'est souvent les traiteurs. Eux, ils ont une activité où ils sont énormément sollicités. Ils font beaucoup de ventes, ils ont beaucoup de barter. Au début, ils nous disaient un peu timidement, j'ai besoin d'imprimer des cartes de visite et des flyers. Et puis maintenant, ils achètent de la matière première, ils achètent du foie gras, du vin, du champagne. Et même, il y en a un qui a acheté un véhicule utilitaire. Donc voilà, là on monte un peu en gamme, mais longtemps les transactions moyennes étaient autour de 1 000 €, ce qui est très petit pour du B2B, et là on a doublé l'année dernière. Comment vous avez fait pour vous financer au début ? Parce que si vous marchez à la transaction, enfin la commission sur transaction, plus les transactions sont petites, plus les commissions sont petites, vous avez levé des fonds ? Ouais, alors ce qui nous a quand même pas mal aidé, c'est qu'on a toujours fait beaucoup d'acquisitions pour nourrir un peu cette place de marché. On a cherché à avoir toujours de plus en plus d'entreprises, et donc elles payent quand même des frais d'adhésion de 235 € annuels. Donc ça a permis quand même d'avoir un chiffre d'affaires qui se développait. Mais oui, on a réussi du coup à lever des fonds en crowdfunding. C'était une expérience en plus très enrichissante. En 2016, nous sommes financés sur la plateforme WeSeed. Et donc là, il y a eu quand même 110 investisseurs. On a réussi à lever 170 000 €. Et donc après, il y a la BPI qui a abondé aussi pour nous aider dans notre développement, avec vraiment comme argument qu'on défriche un marché, qu'il faut se donner les moyens de le faire, notamment en ayant des forces commerciales terrain et en ayant aussi une techno qui soit hyper au point, parce que c'est ça qui drive quand même aussi tout le business. Et en parlant de techno, tu te sens plus membre FinTech, Tech for Good, SS, tu t'es choisi une chapelle ou tu les prends toutes ? Bah non, ça c'est la beauté de l'entrepreneuriat. En France, on est dans un pays où on aime bien nous mettre des étiquettes. Toi, t'es ESS, t'es pas ESS, t'es FinTech, Et en fait, nous, on fait quand même un énorme grand écart entre deux mondes qui se côtoient absolument pas, qui sont l'économie sociale et solidaire, parce qu'on est une coopérative, parce qu'on crée un mode de commerce innovant qui est plein de valeurs, aussi d'échange, de partage. Vraiment, on est dans l'économie de partage, et on est une coopérative, donc avec toute la notion de gouvernance partagée, les membres impliqués au sociétariat, etc. Donc on a un partenariat évident avec le Crédit Coopératif, qui nous suit depuis le début, qui nous a bien aidé aussi au début dans le développement. Et à l'autre bout du spectre, on traîne avec les acteurs de la FinTech, donc finance et technologie. C'est que des startups souvent dirigées par d'anciens traders et financiers, et qui innovent dans le financement, dans la crypto, dans les paiements de mobile à mobile, etc. Et qui eux sont quand même dans une logique vraiment de développement, en se faisant racheter par des banques. Souvent en ce moment, les banques rachètent pas mal les FinTech, à défaut d'être ubérisé par les FinTech. Donc voilà, c'est un grand écart assez audacieux, mais qu'on fait avec beaucoup de passion. Bah du coup, la Tech for Good est un peu au milieu de tout ça. Ouais, et il y a une question que j'aime bien demander, c'est quoi vos relations avec les pouvoirs publics ? Est-ce qu'il y a des collectivités qui sont clientes ? Est-ce qu'elles vous accompagnent ? Comment ça se passe ? Bah nous déjà, je vous ai un peu expliqué la genèse de France Barter, et Bercy qui nous a envoyé un mail pour nous dire venez nous expliquer comment ça fonctionne l'échange. Suite à cela, ils ont organisé ce workshop, ils ont publié un rapport ministériel qui nous a beaucoup aidé, parce que voilà, quand on arrive sur un marché innovant, c'est très important d'avoir un label de l'État qui dit on valide le modèle d'échange, le système de chambre de compensation, etc. Donc ça, c'était déjà bien parti. Ensuite, on a fait tout le circuit assez classique des entrepreneurs. On est rentré dans les incubateurs de la ville de Paris, etc. Et en fait, on a eu quelques subventions. La plus récente, c'est une subvention de la ville de Paris qui a lancé un appel d'offres qui s'appelle Une monnaie pour Paris, où ils ont interrogé certains acteurs des monnaies locales, dont la pêche de Montreuil, et ils nous ont demandé de leur créer une petite place de marché barter pour les entreprises parisiennes. Donc oui, on a pas mal de relations avec les collectivités. Là, on discute pas mal avec la Caisse des dépôts.
qui ont un projet pour faire émerger des innovations sur les territoires, pour dynamiser les territoires. Et on avait vendu à l'agglomération d'Orléans une marque blanche, c'est-à-dire une plateforme barter. En marque blanche aussi, par collectivité. Ouais, c'était leur volonté. Ils avaient créé justement un crowdfunding local où ils faisaient financer des entreprises locales par des citoyens. Et au même titre, ils se sont dit, ce serait intéressant de faire un système barter pour les entreprises locales, parce que ça crée de l'attractivité sur le territoire, un nouveau service innovant, de digital et collaboratif sur le territoire. Donc c'est intéressant pour les entreprises qui rejoignent le territoire de pouvoir rapidement se connecter à tout un écosystème de TPE-PME. Je sors du territoire, mais du coup, est-ce que tu pourrais développer des marques blanches par secteur ? Tout à fait. Merci de poser cette question, Flavie. Mais je t'en prie, c'est mon travail. On a lancé, c'était une très belle rencontre, une marque blanche pour des agriculteurs. Donc, ils sont venus nous voir en disant, mais vous savez, nous, le barter, ça existe déjà dans le secteur agricole puisque les exploitations se prêtent entre elles des machines et des outils de production. Mais ça existait officieusement. Ça existait officiellement, mais c'était fait de façon très scripturale. Et où c'était les exploitants agricoles qui se réunissent chez l'un d'eux et qui disent tiens, tu me prêtes ton tracteur, je te donne du fumier, je te prête un peu de main d'œuvre aussi et des bons conseils aussi. Et on boit un coup de rouge et puis après on solde les comptes une fois que la saison est passée. Et donc ils se sont dit on aimerait bien digitaliser l'approche et donc là on leur a proposé une marque blanche et donc le site s'appelle agri-échange.org et on en est très fiers parce que c'est vraiment dans la continuité de la techno qu'on a mis en place nous pour une place de marché barter généraliste. Là on a une application très concrète au quotidien. Les exploitants agricoles s'emparent du sujet et échangent des produits, des services. Et ils ont un cadre aussi fiscal pour le faire parce que c'est très spécifique le droit agricole, mais tout ce qui est prêt de machines agricoles, c'est défiscalisé. D'accord, je ne savais pas. Mais du coup, on pourrait faire une marque blanche pour tout le secteur de l'ESS. Parce que ça existe déjà un petit peu officieusement de se rendre des services et de s'échanger du matériel. Ouais, tout à fait. Voilà, je coach des jeunes entrepreneurs et il y a une jeune entrepreneuse très dynamique de 21 ans qui me dit mais moi l'échange j'en fais déjà. Je suis sur un groupe où on n'arrête pas de se renvoyer la balle, etc., de se filer des points. Et c'est vrai que dans la nouvelle génération, c'est ça qui est assez marrant, c'est que nous clairement on avait démarché des dirigeants de PME qui sont plutôt ancienne génération, qui disaient oui mais comment ça se passe fiscalement, comptablement, etc. Et par contre quand on en parle à la génération qui arrive là, c'est qu'on 20 ans, eux c'est déjà dans leur ADN. Donc c'est assez marrant, pareil il y a un pont à faire entre en intergénérationnel et en inter-entreprise. Là, je pensais que c'est déjà des générations, la mienne, celle d'après, ou même, on n'est pas si vieux que ça, mais on grandit avec des apps de prêts entre voisins, de choses comme ça. Donc je pense qu'assez naturellement, puis quand on n'a pas d'argent, on a des idées, donc. C'est ça. Au moins. Merci beaucoup, Samuel. On va passer aux questions de la fin. Ah ouais, les fameuses. Les fameuses, voilà, parce que Samuel est mauvais élève. Non mais c'est bien que t'aies pas préparé. Alors, il faut répondre rapidement. Ok. Alors, quelle est la raison d'être de France Barter ? Changer de paradigme et aider les entreprises à se développer plus efficacement. L'homme ou la femme politique que tu voudrais convaincre ? Le maire de Bordeaux. Je sais pas qui il est, mais j'aimerais bien qu'il soit convaincu du barter pour développer là-bas. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer ? Ça c'est facile, c'est la taxe sur la TVA sur les transactions barter. Ça aiderait à bien booster là. Le patron du CAC 40 que tu pourrais être ? Alors moi j'ai pas du tout de patron de CAC 40 dont je suis fan, donc je préférais des dirigeants de PME inspirants que je côtoie au quotidien. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique ? 2000. Je sais pas. Merci Samuel. Merci à vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.